Je ne sais pas s'il y a des dames ambassadeurs, et s'il y en a certainement. Monsieur le Président, bien sûr, du Sénat, Monsieur le Président Retailleau, mes chers collègues, Monsieur le député et mes chers collègues, nous excusons le petit retard de Monsieur Védrine. Dès qu'il arrivera, naturellement, nous lui laisserons la parole. Et en attendant, je voulais vous dire qu'on m'a demandé de remplacer Monsieur Vial, le sénateur Vial, qui est absolument irremplaçable, car il a fait un excellent travail pour la Syrie. Et il est, comme disait le président du Sénat, il est indisposé ces jours-ci, mais il va mieux et il reviendra vite reprendre sa place. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. Nous allons commencer donc par les tables rondes. Et pour cela, je donne la parole à M. Cazot, s'il veut parler de la première table ronde. Et ensuite, nous nous échangerons. Et surtout, à la fin des tables rondes, nous aurons un débat. Eh bien, merci Mme Kammermann. Bon, je pense que nous allons commencer cette première table ronde qui va parler qui va évoquer avec tous ceux qui sont autour de moi, les acteurs politiques de la régionaux et internationaux, puisque ce conflit qui implique une occupation à la fois d'une partie de la Syrie et de l'Irak intéresse bien sûr au premier chef, que ce soit dans les relations avec ces deux pays ou dans le combat avec Daesh, un certain nombre de pays qui vont être évoqués tout à l'heure par nos collègues, ainsi que bien sûr la relation internationale avec les deux coalitions, si l'on peut s'exprimer ainsi, au moins la coalition dans laquelle notre pays est impliqué. Donc je vais peut-être donner, pour aller vite, la parole à M. Francis Balanche, qui donc est un expert puisqu'il a vécu de nombreuses années entre ces deux pays et qu'il, en ce qui le concerne, agrégé et docteur en géographie, a étudié de près l'ensemble des problèmes qui se sont déroulés et qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, M. Balanche, peut-être. Merci. Je voudrais remercier le Sénat, M. Larcher, pour son introduction, et puis rendre hommage à M. Vial, surtout, qui a été à l'initiative de ce colloque extrêmement important pour l'avenir de la région et la politique de la France. Effectivement, comme l'a souligné M. le Président du Sénat, nous avons des valeurs à défendre, mais il faut aussi avoir les yeux grands ouverts sur le réel si nous voulons que la France garde sa place dans la région et que nous comprenions véritablement ce qu'il se passe au Moyen-Orient, où je pense que l'analogie avec la guerre de 30 ans du XVIIe siècle n'est pas à exclure, parce que nous avons un conflit communautaire, religieux, qui est récupéré évidemment par les acteurs régionaux et les acteurs internationaux. 3 acteurs régionaux, l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui luttent pour occuper cette place. 2 outsiders, Israël et le Qatar, évidemment, qui ne sont pas en reste. Et puis, dans cette nouvelle guerre froide qui se met en place, avec le retour de la Russie sur la scène internationale qui ferme une parenthèse de 20 ans d'hégémonie du monde occidental après la chute de l'Union soviétique, eh bien, le Moyen-Orient redevient l'épicentre de l'arc de crise qu'il a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, faisant rejouer tous ces conflits qu'on avait cru éteints ou qui étaient gelés. Espérons que le Liban ne va pas sombrer de nouveau dans la guerre civile, parce que lui aussi est bientôt peut être rattrapé par la crise syrienne. Je ne vais pas trop m'étendre. Je pense que monsieur Védrine saura mieux que moi faire une introduction sur ces nouveaux rapports de force à l'échelle mondiale. Si nous avons choisi de commencer ce colloque par une table ronde sur les acteurs régionaux et internationaux, c'est justement parce que le conflit syrien nous semble de plus en plus et très rapidement ayant échappé aux acteurs locaux.
on ne nie pas les problèmes socio-économiques, les problèmes politiques, les problèmes communautaires qui se trouvent en Syrie et qui ont été en grande partie à l'origine du soulèvement. Mais très rapidement, nous avons vu évidemment l'intervention des acteurs régionaux et des acteurs internationaux dans ce conflit. Et aujourd'hui, on peut dire que le conflit syrien échappe aux Syriens, même si évidemment il y a des dynamiques internes au conflit, et que c'est par un accord de la communauté internationale au sens large, des puissances régionales que j'ai citées, des puissances internationales, que nous verrons une fin à ce conflit. Mais la trêve, à mon avis, que nous avons aujourd'hui n'est que très provisoire, plus tactique que réellement répondant à une volonté des acteurs locaux et des acteurs régionaux de mettre fin au combat. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser, je vais vous présenter les intervenants. Donc, Monsieur Alain Juillet, qui est donc dirigeant d'entreprise, qui a été directeur du renseignement au sein de la DGSE, qui est un spécialiste d'intelligence économique. Enfin, ça serait trop long de résumer toute votre curriculum, monsieur. En tout cas, vous dirigez actuellement la revue Sécurité et Stratégie à la documentation française. Vous êtes souvent exprimé sur la crise syrienne et vous avez fait part de votre souhait de nous parler des enjeux énergétiques au sein de cette crise, qui sont passés au second plan, parce que sans doute c'est jamais très porteur de parler de l'économie dans un conflit où on nous fait toujours passer évidemment les droits de l'homme en premier, mais c'est une analyse qui aujourd'hui mérite d'être développée. Ensuite, nous aurons Dorothée Schmitt, qui est spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui dirige le programme sur la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales, qui est auteur de nombreux articles et d'un ouvrage sur la Turquie, la Turquie au Moyen-Orient, une puissance régionale, publié au CNRS, et qui nous parlera évidemment de l'influence de la Turquie dans la crise syrienne et ses relations avec les autres puissances, notamment avec la Russie, parce que n'oublions pas que si la Russie est en Syrie, ce n'est pas seulement pour protéger Bachar el-Assad ou garder des bases sur la côte syrienne, mais aussi pour affaiblir la Turquie. Et nous aurons également donc Peter Welby, qui dirige le Centre sur la religion et la géopolitique à la Fondation Tony Blair à Londres depuis 2013. Il a vécu en Égypte, au Yémen, il est arabisant. Et ses analyses portent sur l'État islamique, le djihadisme. Un papier très intéressant qu'il a publié récemment sur comment détruire l'État islamique et sur les processus de radicalisation. Donc, je vais tout de suite passer la parole donc, à Monsieur Juillet. Merci. Lorsqu'on parle de la Syrie, aujourd'hui, il y a un côté, en France en particulier, il y a un côté émotionnel, hein, c'est parce qu'avec tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a vu, on surréagit à un certain nombre de choses, avec raison d'ailleurs. Mais je crois qu'on oublie les bases et les raisons pour lesquelles tout ça a commencé. Et c'est ce que je voudrais, moi, expliquer, parce que je crois qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui expliquent ce qui se passe. Le premier, effectivement, c'est Daesh. Comment s'est créé Daesh? On y reviendra certainement très souvent, hein, mais parce que c'est important. Le deuxième, c'est bien sûr la Russie. Pourquoi la Russie intervient aujourd'hui? Mais il y a un troisième point par lequel je crois qu'il faut commencer, c'est les raisons fondamentales qui ont fait que brutalement un pays qui était relativement calme, c'était une dictature, et là-dessus il n'y a pas le moindre doute, mais dans le coin, dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas des dictatures. Et donc, c'était une dictature, et brutalement, cette dictature, il y se pose des problèmes importants au niveau populaire. Et alors, on a dit, c'est la réaction des gens contre le régime. Alors moi, je vais vous donner une autre version pour vous faire réfléchir, sans prétendre, bien entendu, qu'elle peut être la seule. Mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier, alors que malheureusement, en France en particulier, on l'a complètement oublié. Il faut revenir 15-20 ans en arrière, quand les Iraniens ont découvert le plus grand gisement du monde de gaz, le gisement South Pars, qui est en Iran et sur lesquels d'ailleurs les Qataris peuvent prendre du gaz par un percement à 45 degrés, puisque le gaz qatari, pour la plus grande partie, est situé sous l'Iran. Ça, il faut le savoir. Donc, le gisement South Pars, quand il a été découvert, tout le monde s'est dit c'est un formidable gisement, il faut donc l'exploiter.
Et des deux côtés, les Qataris et les Iraniens ont réfléchi comment ils pourraient faire. Les Qataris ont eu l'idée, appuyée par l'Arabie saoudite, de faire un pipeline, un gas pipe exactement, qui partirait du Qatar, qui remonterait par l'Arabie et la Syrie, et qui irait ensuite se brancher sur l'autre pipe actuel, à l'époque le South Stream, hein, le pipeline qui passe par la Turquie et qui amène du gaz vers l'Europe. Et c'était un grand projet parce que ce gaz qui allait vers l'Europe par le sud allait permettre de contourner justement la Russie, allait permettre de contourner toute la partie nord de l'Europe. De l'autre côté, les Iraniens, eux, qui voyaient qu'ils allaient avoir une quantité importante de gaz disponible, et n'ayant pas de débouché du côté occidental, ont eu l'idée de faire un gas pipe qui irait de l'Iran par l'Irak, puisque les chiites contrôlaient l'Irak, hein, l'Iran vers l'Irak et de l'Irak vers la Syrie, pour faire un débouché gazier à côté du port de Tartous, donc en Syrie, et qui permettrait à ce moment-là aux Iraniens de vendre leur gaz vers tous les pays occidentaux, en particulier les pays autour de la Méditerranée, la partie nord, c'est-à-dire la France et les autres. Ce projet a pris forme en 2010. En 2011, le président Bachar a eu entre les mains les deux dossiers. La proposition qatari de faire un pipe qui passerait par la Syrie pour aller vers la Turquie, et la proposition iranienne d'aller directement de l'Iran vers la Méditerranée. En 2011, il y a eu des accords signés, donc c'est tout à fait officiel ce que je vous raconte. En 2011, Bachar a signé un accord avec l'Iran, a choisi délibérément le pipe iranien, au détriment du pipe de l'autre côté. Et que s'est-il passé? Sans aucun doute, pure coïncidence, 3 semaines après, les troubles ont commencé. On peut donc s'interroger légitimement pour se demander si c'est une guerre de libération ou une guerre gazière. Quand on s'étonne de l'arrivée de la Russie, il ne faut pas oublier, que, je le rappelle aussi, que la Russie a une base militaire à Tartous. La base militaire à Tartous, c'est la seule base russe en Méditerranée. Donc pour eux, elle est totalement stratégique. Et il n'est pas question qu'on y touche. Il est intéressant de voir que les Russes n'ont pas bougé dans l'affaire syrienne jusqu'à un moment précis. C'est quand les groupes rebelles de tous ordres, Jamal al-Nosra, Daesh et autres, sont arrivés à moins de 30 km de Tartous et ont commencé à tirer sur la zone qui était contrôlée par les Russes. Et ça, pour les Russes, il était inacceptable qu'ils puissent perdre cette base. On peut penser que l'intérêt d'autres pays n'était pas exactement le même. Mais en tout cas, pour eux, il n'était pas question qu'ils puissent lâcher cette base qui était vitale sur le plan stratégique pour eux et dans la région. Donc, de ce fait-là, eh bien, on a vu quand ils ont prévenu, ils ont fait passer des messages. Dès que les rebelles sont arrivés à moins de 30 km de Tartous, les Russes ont armé et ont commencé à tirer, non pas effectivement sur Daesh, mais sur tout groupe rebelle qui était à moins de 30 km de Tartous. Et ensuite, quand le président Poutine a agrandi l'action, eh bien, ils ont continué, et si vous regardez les cartes, ils ont continué à bombarder progressivement en repoussant la limite de 30 à 50 à 100 km et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a pu dire qu'ils tiraient sur tout le monde. Oui, bien entendu, ils tiraient sur tout le monde. Leur problème n'était pas du tout ce qu'on a pu dire. Le problème était la sécurisation absolue de Tartous. Et ils l'ont complété en mettant des missiles, les nouveaux missiles qu'ils ont à disposition, qu'on n'avait jamais vus encore, nous, ces fameux missiles qui sont actuellement des missiles que personne ne sait détruire, ni les Américains, ni les Européens, ni personne. Et la base de Tartous est protégée par ces missiles qui font qu'il y a une zone d'exclusion aérienne dans laquelle personne ne peut passer. Et ça va tellement loin qu'il y a une négociation entre les Russes et les Israéliens également, parce que les Israéliens continuent à survoler pour des raisons d'information et de surveillance de zone, surveillent y compris la zone de Tartous, et ils ont passé un accord avec les Russes pour éviter que sur cette zone-là, ils se fassent tirer par les missiles, un peu comme les Turcs ont tiré un avion russe.
Le dernier point que je voulais dire, pour bien comprendre tout ça, c'est l'affaire de Daesh. Parce qu'on parle beaucoup de Baghdad al-Baghdadi, mais on a tendance à oublier et on comprend mal, en définitive, ce qui se passe. Parce que, sans rentrer dans les détails, parce que tout le monde va parler de beaucoup de choses, donc moi je ne veux pas être trop long, bien au contraire. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute l'affaire Daesh n'est que l'émanation, au départ, d'un homme qui s'appelle Zarqawi, al-Zarqawi, qui était un Jordanien, qui a été se battre en Afghanistan, qui a été d'abord prisonnier, qui a fait qui a fait des actes terroristes à Amman, qui a été prisonnier, et comme par hasard, un peu comme chez nous, en prison, il a été touché par la grâce. C'était un petit voyou avant d'aller en prison en Jordanie. En sortant de la prison, il était devenu religieux. Il est parti en Afghanistan, il a été blessé en Afghanistan, il a été exfiltré avec son groupe sur l'Iran, où il a été protégé par un chef très célèbre qui s'était replié, qui était Hekmatyar, qui était un des chefs tribaux de l'Afghanistan, qui s'était replié à l'époque sous la pression générale en Iran. Et il est resté là jusqu'au moment, et ça explique la suite, jusqu'au moment où les Iraniens ont voulu l'arrêter, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que depuis le 11 septembre 2000, depuis l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, il y a un accord de lutte antiterroriste entre les Américains et les Iraniens. Il y a des échanges. Il y a des échanges avec eux, ça dure depuis cette époque-là. Même si de temps en temps, il y a eu des histoires de double jeu, d'ailleurs, d'un côté et de l'autre. Mais globalement, l'accord tient, l'accord antiterroriste tient. Et donc, ils ont voulu arrêter, à la demande des Américains, ils ont voulu arrêter Zarqawi, qui est parti en Syrie, s'est installé dans une zone syrienne au nord, près de la zone du Kurdistan, et c'est là où il a monté sa bande, ou son groupe terroriste, qui est le premier, il faut s'en souvenir, la première fois où on a vu un otage habillé en orange et égorgé. Ça a été un Américain, un jeune Américain, par Zarqawi en personne, et c'était le premier film qui était montré. Il y en a eu un deuxième avec un autre Américain derrière. Donc lorsqu'aujourd'hui on parle de Daesh et qu'on dit « Ah, mais Daesh, ils font ça », non, Daesh ne fait que continuer ce que faisait Zarqawi. C'est la filiation de Zarqawi. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la position de Daesh et d'al-Baghdadi, qui a eu passé son doctorat en études religieuses au Caire, au moment où Zarqawi s'est fait tuer enfin par les Américains, eh bien, quand on regarde toute cette époque, Zarqawi, c'est lui qui a monté la structure. Et ce qui est très intéressant de voir, et qu'il faut aussi bien comprendre la différence entre Jamal al-Nusra et Zarqawi, et Daesh, c'est que la politique de Zarqawi, c'était de tuer tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas musulmans, sunnites, salafistes. Et tous les autres, il fallait les tuer. Ça a été tellement loin, parce qu'il a fait des massacres déjà à l'époque, mais on n'en parlait pas parce que ça ne nous concernait pas. Mais il a fait des massacres, et ces massacres, en définitive, c'est Ben Laden qui a réagi par un communiqué avec al-Zawahiri en disant « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas tuer les musulmans, on doit s'intéresser aux autres, mais on ne doit pas tuer les musulmans. C'est pas bien, parce que ce sont nos frères. » Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à convaincre tout le monde, Ben Laden a fait pression à l'époque pour qu'on libère al-Masri, qui était un des penseurs de l'époque. Et al-Masri, dès qu'il est sorti de prison, a fait la guerre psychologique contre Zarqawi en disant « il faut arrêter de tuer les autres ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit le conflit entre Al-Qaïda et, il faut bien comprendre, Jamal al-Nusra et Daesh, c'est en réalité le conflit entre la tendance al-Masri et la tendance Zarqawi, qui continue, ça ne change pas. Et l'objectif, c'est bien entendu d'avoir ce fameux califat. Et juste un dernier point sur le califat, puis je vais arrêter là, je ne veux pas être trop long, mais sur le plan du califat, il faut bien comprendre aussi que là, il y a une raison pour laquelle tout le monde est concentré dans cette zone. C'est que selon les chiites, selon les descendants d'Ali et selon les chiites, c'est dans cette zone que sortira le Mahdi. Le Mahdi, c'est-à-dire l'équivalent pour le jugement dernier, celui qui va sauver l'humanité.
selon dans la religion musulmane, dans l'interprétation de la religion musulmane. Donc c'est là où vous avez... Donc c'est pour ça aussi qu'ils s'installent dans cette zone et qu'ils présentent c'est un califat, alors que lorsqu'ils voudront faire par exemple un califat en Libye, parce que c'est probable qu'ils vont aller là-bas au fur et à mesure, on leur crée des problèmes, ben, de l'autre côté, ça sera un califat illégitime qui ne reposera pas sur l'histoire de l'islam et la version du Coran de l'évolution future de l'homme. Voilà tout ce que je voulais dire au début.